Après Incassable, les choses commencèrent à devenir compliquées pour Shyamalan. Il voulait profiter de son succès pour se permettre certains projets. Il prépara notamment un projet nommé Labor of Love, racontant le destin de 2 personnes après un accident de voiture. Mais les prods voulaient qu'il fasse quelque chose de plus fantastique, de plus thriller. Je trouve ça dommage parce que pour l'instant je n'ai vu aucun vrai drame de Shyamalan. Entre ses 2 premiers films et ce projet qui aurait été popularisé avec le succès de ses films, ça aurait été sympa de le voir dans ce genre-là vu comment il développe ses personnages. Mais bon, il a quand même lancé un projet qu'il aime bien, Signe, avec Mel Gibson. Shyamalan a parlé de son appréciation pour l'acteur en parlant de la fois où il a vu L'Arme Fatale, où il fut impressionné par son jeu d'acteur. Mais enfin, une autre anecdote qui fut un peu tâche sur Shyamalan, le documentaire Le Secret Enfoui de Night Shyamalan. Produit pour préparer la sortie de son nouveau film, mais l'histoire polémique, c'est celle parlant du traumatisme de Shyamalan, quand il s'est noyé et quand il est mort environ une petite demi-heure avant de se réveiller avec des souvenirs de visions de fantômes. Quand cela a été dit, les spectateurs furent choqués et comprenaient son soi-disant côté torturé dans ses films. Ouais, ça explique la torture intellectuelle de Stuart Little. Mais enfin, il s'est très vite avéré que cette histoire était une énorme connerie. En effet, Shyamalan s'est jamais noyé. Cette anecdote fut inventée pour faire une pub choc à Signe. Je vois pas ce qu'il voulait faire avec un truc dans le genre, je sais pas, peut-être qu'il voulait vraiment vendre le film par le réalisateur qui est mort pendant une demi-heure après une noyade. Mais enfin, c'est ce qui arrive quand on confie un documentaire à Sci-Fi Channel. Sci-Fi, tu nous surprendras toujours. Bon, alors le film. Mel Gibson y joue un pasteur. Je ne le suis plus depuis 6 mois. Oh, pardon, nommé Graham. Il vit dans une maison avec un champ de maïs avec ses enfants. Morgan, un petit asthmatique qui ressemble bizarrement à Macaulay Culkin. Bo, une petite fille obsédée par l'eau sale. Chaque fois qu'on lui donne un verre, celle-là, elle le repose avec une excuse bidon. Quand on te donne un verre d'eau, il faut le finir. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il y a de la poussière dedans. Celui que tu as sur la table de nuit? L'eau a un goût de vieux. Celui-là? Il y a un cheveu. Elle est contaminée. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Et celui-là? Morgan en a bu une gorgée. Il y a une amibe dedans. Et enfin, son frère Meryl, joué par Joaquin Phoenix, un ancien joueur de baseball. J'aime bien Joaquin Phoenix dans ce film. Il est très énergique et naturel, et c'est sans problème le plus cool de la famille. Je voudrais que tu sois mon père. Qu'est-ce que tu as dit? Ne redis jamais une chose pareille. Jamais. Un matin, Graham se lève tranquillement, quand soudain... il court vers le champ pour trouver des enfants face à un crop circle. Bien entendu, il appelle les autorités, supposant que c'est une blague des voisins. Ah, vous êtes des rapides, Caroline. Il y a 2 heures que je vous ai téléphoné. C'est à cause de Madame Kindleman. Il paraît qu'elle s'est fait une entorse. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Elle se serait jetée dans le caniveau pour éviter 3 jeunes qui dévalaient le trottoir en skateboard. Elle a débarqué chez Thornton, à l'ouverture, et là, elle s'est mise à cracher sur tous les skateboards. Oui, à cracher. Alors, moi, le temps que je me rende sur place, elle avait aspergé toute la boutique. Et je suis persuadée qu'elle a un rhume. Ou peut-être pire, je pourrais rien avaler pendant 8 jours. Waouh, et personne n'a mis ça sur YouTube? Ça m'étonne. Pendant que Graham et le shérif vérifient le cross-circle, Bo et Morgan voient que le chien agit bizarrement. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'entends plus les enfants. Il s'est jeté sur moi. Il a voulu tuer Bo. Le soir après cette journée très sympathique, Graham remarque qu'il y a quelqu'un sur les toits. Il prévient alors son frère. Voilà ce qu'on va faire. On va sortir ensemble. On part chacun d'un côté, on fait le tour de la maison en hurlant des insanités. On les terrorise. Ils vont faire dans leur froc. On les rabat et on se retrouve de l'autre côté. Qu'est-ce que tu entends par insanité? Des grossièretés. Tu veux que je jure? Pas vraiment. C'est pour impressionner. Quoi? Ben, je serai pas convaincant. Ça sonne faux quand je jure. Mel Gibson ne sait pas jurer.
pourriture de merde, ça fait mal. Dodo. Non, j'ai les boules, Roger, je te jure, j'ai les boules. D'accord. Mais enfin, la technique de Meryl n'est peut-être pas super efficace, mais assez amusante. Ah, je suis fou de rage. On va vous foutre une branlée. On va vous arracher la tête. Je suis hors de moi. On va vous battre le cul. Tu es sûr que c'était Lionel Pritchard? Le lendemain, Graham et Meryl racontent tout au shérif. Et vous êtes sûr que c'était un homme, malgré tout? Je connais aucune fille qui court aussi vite que ça. Alors là, je suis pas si sûre. J'ai vu beaucoup de femmes aux Jeux Olympiques qui sont plus rapides que l'éclair. Il a sauté d'un seul bond sur notre toit. Et le toit est à 3 mètres du sol. Il y a aussi des femmes aux Jeux Olympiques qui sautent extrêmement haut. Certaines Scandinaves en particulier sont vraiment très impressionnantes. Caroline, je sais pas à quoi vous pensez au juste, mais je sens que vous avez une idée. Tout à l'heure, on m'a dit qu'une femme a débarqué au restaurant hier en fin de journée et a fait tout un scandale sous prétexte qu'il n'y avait pas sa marque de cigarette préférée au distributeur. Elle a fait très peur à tout le monde. Depuis, elle s'est volatilisée. Tout ça pour dire que, puisqu'on ne sait absolument rien de la personne que nous cherchons, il ne faut écarter aucune possibilité si elle paraît plausible. Si on écarte la possibilité qu'une championne olympique scandinave soit venue pour s'entraîner au saut en hauteur autour de chez nous cette nuit, qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité? Waouh, maintenant que tu le dis, ça rend l'histoire des aliens très réaliste. De plus, elle a vraiment beaucoup de choses passionnantes à raconter, cette shérif, vous le trouvez pas? Mais enfin, à la télé, on annonce que d'autres signes sont apparus partout dans le monde. Les hypothèses se tournent bien entendu vers des aliens. Après cette histoire, et tous leurs problèmes, le shérif conseille à Graham de passer une après-midi tranquille avec sa famille. Graham fait comme ça et décide de sortir en ville et de ne plus écouter radio ou regarder la télé, histoire d'ignorer cette petite histoire de signes. Morgan et Beau vont à la bibliothèque prendre un livre où le propriétaire donne une théorie assez intéressante sur les signes. Et c'est pour vendre leur soda, ni plus ni moins. J'ai pas décollé depuis ce matin. J'ai compté 12 pubs pour des sodas. 12! Meryl, de son côté, va dans un bureau de l'armée où un colonel lui aussi donne sa théorie, plus inquiétante. On ne sait pas à quoi il ressemble. Il reste tapis dans l'ombre, à couvert. Et il n'y a pas eu le moindre blessé. C'est ça qui est révélateur. On appelle ça du repérage. C'est une procédure militaire. On envoie quelques petits groupes, très peu de monde, faire des reconnaissances. Il ne s'agit que d'effectuer une évaluation de la situation. Évaluer le niveau de danger, pour être certain que tout est dégagé. Dégagé pourquoi? Pour le gros des troupes. À un moment, le colonel reconnaît Meryl. Il dit qu'il était là quand il l'a vu jouer au baseball et qu'il a frappé la balle pour l'envoyer à des kilomètres. Il détient toujours le record. Pourquoi c'est important? Vous le verrez. Le colonel lui demande pourquoi il a arrêté. Parce qu'il détient un autre record moins reluisant, celui des éliminations pour mauvaise frappe. Meryl a raté des tonnes de balles. Il fallait qu'il frappe la balle comme un sourd, quoi qu'il arrive. Il se foutait de ce que disait l'entraîneur. Il se foutait de qui était à la base. Il fendait l'air avec sa batte de toutes ses forces. On aurait dit un bûcheron en train d'abattre un chêne. Meryl a raté plus de balles à lui tout seul que de batteurs réunis. J'estimais qu'il fallait frapper. De son côté, Graham va à la pharmacie pour prendre le médicament pour Morgan. Mais il a mal choisi son moment, vu que la pharmacienne se met à déprimer avec cette histoire d'alien. Tout ce qu'on voit aux infos, Joe Giles qui parle de la fin du monde, j'ai un peu peur, c'est tout. Je dois soulager ma conscience. J'ai dit des gros mots 37 fois la semaine dernière. J'ai dit le mot de 5 lettres plusieurs fois, mais le plus c'est... chasse et... portée. C'est un gros mot, raclure? Je pense que ça dépend du contexte. Si je dis John, c'est une raclure, ta Barbara. C'est grossier. Alors en réalité, ça doit faire 70 fois. Et ça, c'est involontaire comme humour, hein? Bande de crétins. Il y avait la queue? Je vous interdis à tous les trois de passer ne serait-ce qu'une minute seule avec Tracy Abernathy. Est-ce que c'est compris?
Mais enfin, il essaye de manger tranquille quand il aperçoit... Où qui se cache, Knight? Bingo! Bon, ça arrive tôt aujourd'hui, hein, je sais, mais bon. Mais enfin, il semble pas trop l'apprécier. C'est lui. Oui. C'est qui? En rentrant, Morgan capte avec son babyphone talkie-walkie un signal. Et si c'était eux qu'on capte? Non, non, c'est pas ça. Mais avant, on n'entendait rien. Morgan, ces signes sont fabriqués de toutes pièces par une bande de tarés qui sont pas foutus d'avoir des copines. Ils ont la trentaine, ils s'inventent plein de codes entre eux. Ils décortiquent la mythologie et montent des sociétés secrètes où d'autres tarés qui n'ont pas de copines peuvent les rejoindre. Ils font ces conneries pour se persuader qu'ils sont formidables. C'est un canular. Des tarés comme eux l'ont fait il y a 20 ans et aujourd'hui ils remettent ça. Pourquoi ils n'ont pas de copine? Mais enfin, plus il joue avec le babyphone, plus il capte quelque chose. Apparemment, ça marche selon la hauteur et en se touchant les uns les autres. Arrêtez! Ils sont deux à parler. J'ai vu des gars comme le Distress Watcher trouver ça stupide qu'une famille puisse les capter et que les militaires ne puissent pas. Moi, je dis que ce sont des aliens. Ils fonctionnent pas comme nous. La simplicité du babyphone fait peut-être ce qui marche. Et comme le babyphone est relié par contact physique à tous les membres de la famille, ça doit aussi jouer. On peut comprendre qu'avec tout ça, le Pentagone n'est pas capté. Vous imaginez les scientifiques du MIB en train de jouer avec un babyphone en se touchant les uns les autres? De plus, comme ils regardent pas la télé ou quoi que ce soit pour ignorer cette histoire, ils ont peut-être loupé l'annonce qu'ils ont reçu un signal ou quoi que ce soit. Et puis c'est vrai que c'est le genre du gouvernement d'annoncer qu'ils ont reçu un signal d'alien prêt à tout faire péter sur Terre, hein? Mais enfin, le soir venu, Graham aperçoit quelqu'un dans les champs et décide d'aller voir. Quand il prend conscience que ce qu'il poursuit n'est pas humain, il rentre en courant prêt à savoir ce qui s'est passé en allumant la télé. Ces lumières ont fait leur apparition il y a 52 minutes. Les autorités de la ville de Mexico, ainsi que les autorités américaines, ont confirmé qu'il ne s'agit pas d'appareils appartenant à leurs forces aériennes. La première observation a été faite depuis un 747 mexicain assurant la liaison Mazatlan-New York, au moment où les appareils non identifiés sont apparus au-dessus de Mexico. Ils n'ont pas été détectés par les radars, dans aucun des deux pays. C'est les tarés qui avaient raison. L'émission terminée et les enfants endormis, Graham et Meryl discutent sur la situation. Il doit y avoir des gens qui se disent que c'est la fin du monde. C'est vrai. Tu crois que c'est possible? Oui. Tu voudrais pas faire semblant d'être comme avant? Juste pour me rassurer. Les gens peuvent se diviser en deux groupes. Quand un événement heureux se produit, ceux du premier groupe, ils voient plus que de la chance, plus qu'une coïncidence. Ils croient que c'est un signe. La preuve que quelqu'un là-haut se préoccupe de leur sort et suit les événements. Pour le deuxième groupe, ce n'est qu'un pur hasard. Un simple coup de chance. Je suis persuadé que la plupart des personnes de cette catégorie envisagent ces 14 lumières avec suspicion. Pour eux, il n'y a en fait que deux possibilités. Soit c'est mauvais, soit c'est bon. Demande-toi à quelle catégorie tu appartiens. Est-ce que tu es de ceux qui voient des signes, des miracles? Ou crois-tu seulement au coup de chance? Ou pose-toi la question en ces termes. Est-il possible qu'il n'y ait pas de coïncidence? À un moment, Graham explique pourquoi il voit les choses d'un air si pessimiste, où il n'y a que coïncidence. Je ne t'ai pas rapporté les derniers mots que Colleen a dit avant qu'on la laisse mourir. Elle a dit «
voix. Et puis son regard s'est troublé. Et elle a encore dit « frappe fort ». Tu sais pourquoi elle a dit ça? Parce qu'on a dans le cerveau des terminaisons nerveuses qui réagissent à l'agonie. Et par hasard, à brûle-pourpoint, le souvenir d'un de tes matchs a fait irruption dans sa tête. Personne ne veille sur nous, Meryl, personne. Nous sommes tout seuls. Oui, la femme de Graham a eu un accident mortel. C'est ce qui lui a fait perdre la foi. Le lendemain, en se réveillant, il voit Meryl qui s'est enfermée dans le placard avec la télé pour suivre les événements sans que les gosses en deviennent obsédés. Mais ça n'a pas trop marché, vu que de leur côté... C'est pour pas qu'ils arrivent à lire dans nos pensées. Morgan lui montre alors le livre sur les aliens qu'il a trouvé. J'adore Graham dans cette scène. Il est très pessimiste mais essaye quand même de l'écouter. Qui est-ce qui a écrit ce livre? Des chercheurs qui ont été persécutés pour leurs opinions. Ça veut dire sans emploi. C'est pas la peine si c'est pour te moquer. T'es très sérieux. Mais enfin, avec tout ça, une illustration attire leur curiosité. On dirait un peu notre maison, non? C'est les mêmes fenêtres. C'est bizarre. Au téléphone, c'est Reddy, celui qui est responsable de l'accident de sa femme qui l'a appelé. Il le retrouve dans sa voiture en face de sa maison et on voit que ce Reddy est Shyamalan, justement. Je suppose qu'il a pris ce rôle comme signe de regret vis-à-vis de son projet Labor of Love, mais enfin, c'est juste de la supposition, il n'y a pas eu d'annonce officielle là-dessus. Il lui explique qu'il a été attaqué par un des aliens durant la journée et en profite pour exprimer son remords vis-à-vis de ce qu'il a fait à Graham. Il part vers le lac expliquant qu'il a remarqué que les signes sont apparus loin des coins d'eau, que probablement les aliens n'aiment pas l'eau. Et il prévient Graham qu'il en a enfermé un dans le cellier. Graham va voir par curiosité. La police est là. Je suis avec eux. Je suis inspecteur de police. Je suis venu te parler. On sait tout de votre canular. On a déjà embarqué plusieurs de tes copains dans le panier à salade. Dis-moi comment tu t'appelles et pourquoi tu as fait ça, et tu auras droit à des circonstances atténuantes. Ne fous pas ta vie en l'air. N'ayant aucune réponse, il prend un couteau pour voir qui est de l'autre côté. Ok. Pendant ce temps, Meryl regarde la télé au moment où il diffuse une vidéo d'un alien aperçu. Waouh! Ne pouvant plus regarder l'hypothèse des aliens et de leur arrivée, Graham propose de partir comme l'a fait Reddy. Mais après un vote, il décide de rester. Il faut qu'on barricade toutes les fenêtres de la maison. Tu crois que tes planches vont les arrêter? Les portes de cellier semblent leur poser des problèmes, en tout cas. Ça, c'est un autre truc décrit comme étant stupide par certains. Mais encore une fois, ce sont des aliens. Ils ne fonctionnent pas comme nous. Ils utilisent sans doute autre chose pour leurs portes. D'autres disent, pourquoi ils viennent nus? Pourquoi ils viennent nous conquérir à poil? Ben, ça enlèverait leur avantage, le camouflage, vu que leur peau change de couleur selon l'environnement. Et pourquoi ils n'utilisent pas de laser ou de trucs comme ça? Ben là aussi, on n'a aucun indice sur leur technologie. Rien ne dit qu'ils ont des lasers et encore moins qu'ils ont vraiment des vaisseaux. Je crois plutôt que ce sont des trucs énergétiques comme dans le remake du jour où la Terre s'arrêta. Mais enfin, revenons à l'histoire. La famille se prépare contre l'arrivée des aliens. Ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Je vais faire des sandwichs. Je veux des spaghettis. Il faut qu'on mange vite. Des spaghettis, c'est une excellente idée. T'as envie de quoi, Morgan? Ce que je veux. Du pain perdu. Et de la purée.
Ça, c'est bien. Et toi, Meryl? Du poulet teriyaki. Excellent choix. Moi, je veux un cheeseburger avec du bacon. Une belle tranche. Mais ce moment qui devait être tranquille est gâché par la tension qui monte. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On mange maintenant. On devrait peut-être dire une prière. Non. Pourquoi? Ne dis pas de prière. On mange. Je te déteste. Parfait. Tu as laissé mourir maman. Morgan. Je ne perdrai plus une seule minute de ma vie à faire des prières. Plus une seule minute. C'est compris? Maintenant, nous allons savourer ce repas. Personne ne nous empêchera de le savourer, alors on le savoure! Arrête de pleurer! Graham, s'il te plaît. Arrête! Très bien. Si vous avez décidé de jeûner, alors moi, je vais prendre de tout. Allez, viens toi aussi! Mais le babyphone reçoit le signal. Les aliens sont là. Il faut peut-être mieux éteindre. Non, ils savent qu'on est là. Graham comprend qu'ils n'ont pas le choix de se mettre dans la cave pour pouvoir échapper aux aliens. Cette scène dans cette cave est pleine de suspense et vraiment effrayante. Ils sont confinés dans cet endroit avec les aliens qui s'approchent, où on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur. Et puis le pire, c'est quand la lumière s'éteint et qu'on n'entend que ce qui se passe sans voir. Après tout ça, ils arrivent à les repousser. Mais Morgan fait une crise d'asthme avec tout ça. Après s'être calmés, ils s'endorment. Et le lendemain, ils allument la radio. On annonce que les aliens sont partis. Bizarre. Ils sautent et voient qu'il n'y a pas un chat. Graham pose Morgan dans le salon. Merritt va chercher son médicament. Beau dit qu'à la télé, on voit des gens qui font la fête. Alors Graham va amener la télé pour que Morgan voit ça. Oh putain! Donc oui, les aliens sont partis, mais il y en a un qui a mal pris la perte de 4 phalanges. J'oublie jamais un enculé. Soudain, Graham fait un flashback sur le soir où sa femme est morte. Dis à Meryl, frappe fort. Meryl. Frappe fort. L'alien balance son gaz à Morgan. Graham le récupère avant que Meryl défonce la gueule de l'alien. Et il s'avère qu'ils sont vraiment allergiques à l'eau. Et on dit merci à Beau et à sa manie de jamais boire son verre et d'en laisser dans toute la pièce. T'es dans la merde, E.T. Graham sort Morgan et lui injecte son médicament. Après avoir achevé l'alien, Meryl et Beau vont les retrouver. Ses poumons étaient fermés. Le poison n'a pas pu entrer. C'est pas un coup de chance. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Le poison n'a pas pu entrer. Ses poumons étaient fermés. Ne touche pas. Essuie le temps. Essuie le temps. Papa. Ne touche pas. Pas ça. Pas ça. Papa? Qu'est-ce qui s'est passé?
Quelqu'un m'a sauvé. Oui, mon chéri, quelqu'un t'a sauvé. Et le film se finit sur ce magnifique plan au travelling qui, en montrant juste la chambre de Graham repeinte et ce dernier remettant son costume de pasteur avec en fond sonore des rires d'enfants. Parfait, simple et parfait. C'est le style de Shyamalan. Signe n'est pas mon Shyamalan préféré, mais je le considère sans problème comme un excellent film, dans la lignée des films qui ont fait son succès. Mais bizarrement, les spectateurs étaient un petit peu sceptiques, critiquant ce qu'ils pouvaient critiquer, comme par exemple le design peu original des aliens. Ce que je ne comprends pas, ça ne les a pas gênés d'avoir un film de super-héros avec pour simple costume une capuche. Je pensais qu'ils avaient compris avec Incassable que Shyamalan ne fait pas de films d'aliens, mais des films psychologiques, des films de personnages, exploitant ces personnages, plus que les aliens en fait. Le coup des aliens, quelque part, c'est juste une excuse pour exploiter des personnages face au drame, face à une menace mondiale, face à leur propre foi. Donc, il n'y a pas de raison de critiquer le design des aliens, ni la raison de leur évasion, ce n'est pas le but. Mais même, ce n'est pas aussi stupide qu'ils le disent. Il suffit de jouer le jeu pour imaginer les raisons de leur venue. Ils ne sont peut-être pas venus pour la simple invasion, mais pour trouver quelque chose de spécifique ou pour nous étudier, kidnapper des terriens pour un zoo. Tout est possible, seulement on ne nous l'explique pas parce que ce n'est pas le but. Signe est la preuve que les spectateurs ne veulent plus jouer le jeu, ne veulent plus se laisser emporter dans le film, alors que ça ne les gêne pas pour les précédents Shyamalan. Le twist ending est presque invisible. Je veux dire, en gros, on suggère que tout était prévu, que Dieu veille sur eux en mettant en place des petits éléments qui les sauveront plus tard. Et je dis que c'est invisible parce que c'est l'interprétation de Graham. Shyamalan vous montre les faits, et après c'est une question d'interprétation. Le vrai truc de film tient dans ce dialogue. Demande-toi à quelle catégorie tu appartiens. Est-ce que tu es de ceux qui voient des signes, des miracles? Ou bien crois-tu seulement au coup de chance? Et je suis sûr que certains n'ont pas aimé cette idée de miracle. Mais je leur dis que Shyamalan ne leur dit pas de croire en Dieu, de ne pas se tourner vers leur religion pour reporter leur âme ou quoi que ce soit. Mais il vous pose cette simple question. Croyez-vous aux signes ou aux miracles? Il vous interroge sur votre vision des choses. Il ne vous juge pas ou ne vous impose pas sa vision des choses. Il montre les signes de façon simple, permettant ainsi de voir quand même des coïncidences. D'accord, c'est un petit peu gros, mais il ne vous force à rien, en gros. Il n'y a pas Dieu ou l'ange Gabriel qui débarque pour dire « Tu dois faire ci ou ça, sinon tu vas aller en enfer. Ciao !» Graham a sa vision des choses, parce qu'il est au centre de l'action. Mais vous, spectateurs, vous pouvez le voir d'une autre vision. Donc ce film est mal interprété par les critiques. Pensant à une morale neuneux sur la foi ou sur la croyance, une nouvelle preuve que les spectateurs refusent de jouer le jeu et sont devenus plus critiques que rêveurs. Pour le reste, le film est excellent. Je trouvais que le titre de Sixième Sens était hors sujet, mais le titre de Signe est parfait, car tout le film c'est ça, voir les signes, que ce soit les cross-circles ou l'aide imaginaire ou nom de Dieu. Toujours une mise en scène excellente, bien que moins grisante que dans Incassable, et des acteurs excellents et naturels. Mention spéciale pour Joaquin Phoenix. Shyamalan montre à travers eux la tension et la peur, ce qu'elle peut vous faire de ridicule, ou ce qu'elle peut vous amener à révéler aux autres qui vous sont chers. De plus, les personnages sont vraiment attachants et drôles. La preuve ultime que les détraqueurs de Shyamalan disant que le mec se prend trop au sérieux et se révèle involontairement drôle ont tort. Faut quand même le faire, mais de ne pas voir l'humour dans ce film. Faut être aveugle. Ouais, voilà, faut être aveugle. Mais malgré le succès du film, Shyamalan perdait de sa renommée, car de plus en plus de monde commençait à se moquer de lui et de ses films. Et les choses vont empirer avec son dernier film chez Buena Vista et son premier échec commercial, avec le film dont nous parlerons demain, Le Village.
controller.